Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous pour ces trois masterclass. J'aime beaucoup ce mot de masterclass, avec trois invités prestigieux et qui animent depuis un certain temps les débats économiques, les travaux, la pensée économique en France. J'ai à côté de moi Frédéric Bocara, donc, qui est un économiste bien connu, qui est à l'INSEE, et qui va nous parler plus spécifiquement des multinationales, de l'importance des multinationales dans l'économie mondiale et de la façon dont il faut les considérer si on veut analyser le paysage et les tendances économiques dans les années qui viennent. Donc ça sera ça pendant une demi-heure, une présentation et ensuite naturellement des questions. Nous accueillerons ensuite Françoise Lemoine, qui est elle aussi économiste senior, c'est son titre, au CEPI, et qui est aussi chercheuse à l'EHE2S, et qui est une spécialiste de la Chine. Donc, compte tenu de tout ce qui s'écrit en ce moment sur la Chine, sur l'économie chinoise, et sur les transformations de l'économie chinoise, nous aurons donc une heure avec elle pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans ce qui est peut-être la première économie mondiale, bien que ce classement, évidemment, soit relatif, puisque ça dépend naturellement du critère qu'on utilise. Et enfin, last but not least, nous avons la chance d'avoir avec nous Michel Aglietta, le grand économiste que vous connaissez, là aussi pour travailler sur un sujet qui est extrêmement actuel et extrêmement chaud, c'est-à-dire le système monétaire international, le dollar, l'euro et les autres, et pour essayer d'un petit peu mieux comprendre comment toutes ces parités s'ajustent, qu'est-ce que veut dire l'ajustement des parités, quel est le lien entre les parités monétaires, l'économie réelle, et puis comment aussi analyser les mouvements actuels du dollar, de l'euro, et peut-être même faire un rapport avec la Chine, puisque la Chine aspire à faire de sa monnaie, à terme, une des grandes monnaies internationales. Voilà, donc je n'en dirai pas plus pour présenter les débats. Je propose tout de suite à Frédéric Bocara de nous présenter les fruits de ses travaux. Merci aux organisateurs. Et donc je ne présente pas purement les fruits de mes travaux, mais des travaux collectifs, puisque j'interviens ici au nom de l'INSEE et en présentant un certain nombre de travaux qui sont réalisés par l'INSEE sur les firmes multinationales. Alors, voilà. D'abord, effectivement, puisque je dis que les firmes multinationales ont un rôle majeur mais mésestimé, eh ben, je vais montrer qu'on est capable de les mesurer, de montrer leur importance, et ça c'est des choses qui sont méconnues, on va dire. Deuxièmement, effectivement, je poserai des questions sur qu'est-ce que ça veut dire de la spécificité du rôle des firmes multinationales. Et troisièmement, quelques réflexions sous forme de questions sur les grilles d'analyse traditionnelles. Alors, d'abord, un phénomène majeur. Alors, ici, comment on définira une firme multinationale? Non pas comme une grande entreprise, souvent on entend grande entreprise, mais plus simplement comme une firme qui est dans deux pays à la fois. Plus exactement, un groupe d'entreprises qui a à la fois une unité légale, disons une société en France et une société à l'étranger. Une société dans un pays, une société dans un autre, et les deux sociétés, au moins, étant sous le même contrôle. Donc, la spécificité d'une firme multinationale, c'est d'être ici et là, si je puis dire. Ça change potentiellement, comme je le mets, son rapport au territoire national. Par exemple, on peut observer des profits en France et pas d'investissements, mais des investissements à l'étranger. Ou inversement, des investissements en France alors qu'il n'y a pas de profit et le financement crédit ou profit venant de l'étranger. Donc, ça bouleverse un petit peu les choses. Pour fixer les idées, un schéma, alors la France, mais ça pourrait être le pays domestique, si vous voulez, les pays étrangers en rouge, et puis deux types de firmes multinationales, les firmes multinationales sous contrôle français, les firmes multinationales sous contrôle étranger. Celles sous contrôle français, eh bien, elles contrôlent des sociétés, on va dire, en fait, des unités légales à l'étranger, de façon directe ou indirecte. Alors ça peut être indirect dans le pays, ou ça peut être indirect dans un pays tiers. Donc la firme multinationale française, elle comprend tout ça. Et la flèche indique le contrôle, on pourra revenir dessus. Et une firme multinationale sous contrôle étranger, c'est le symétrique, elle est contrôlée par une société située à l'étranger, et ça peut être en cascade, ça peut être dans un pays tiers, etc. Voilà.
Alors, pour compléter le panorama des firmes françaises, on a bien sûr un troisième morceau qui sont les firmes que j'appellerai ici, pour simplifier, franco-françaises, qui sont soit des firmes indépendantes, soit des groupes d'entreprises, mais qui n'ont pas de filiales de plein contrôle situées à l'étranger ou qui ne sont pas contrôlées pleinement par l'étranger. Voilà. Alors, il y a des statistiques spécifiques sur les firmes multinationales et j'attire votre attention sur ces statistiques. Elles ont beaucoup d'intérêt, elles sont méconnues. On va sortir probablement en juin, juillet d'ailleurs, un 4 pages dessus à l'INSEE. Les premières, ce sont les statistiques FATS, pour Foreign Affiliate Statistics. Elles sont beaucoup promues par Eurostat avec des règlements statistiques, je n'entre pas dans le détail. C'est en fait des statistiques produites par les instituts nationaux, toujours, mais mises en ligne et rassemblées par Eurostat, avec qui distingue les filiales, c'est les statistiques sur les filiales inward, ça veut dire dans le pays, et les filiales outward, c'est-à-dire à l'étranger. Et puis l'OCDE aussi rassemble un certain nombre de statistiques sous l'acronyme AMN, Activity of Multinational Enterprises. Et là aussi, ce sont des statistiques produites par les instituts nationaux, avec un peu moins d'homogénéité dans les statistiques que pour Eurostat, mais des choses un peu plus riches pour certains aspects, notamment pour les maisons mères. Alors, je reviens à mon graphique qu'on a en tête, le poids des firmes multinationales. Eh bien, la chose importante, c'est qu'en France, la moitié des salariés des entreprises et des banques travaillent dans une firme multinationale. La moitié des salariés des entreprises et des banques travaillent dans une firme multinationale. Plus précisément, 5 millions de salariés travaillent dans une multinationale sous contrôle français et 1,8 million dans une firme multinationale sous contrôle étranger. Et le reste, ils sont dans des firmes franco-françaises, et donc on a 7,6 millions de salariés dans des firmes franco-françaises. Il faut bien comprendre ça. La moitié des salariés sont directement dans des firmes multinationales. C'est-à-dire qu'on ne compte même pas les sous-traitants qui, eux, ne sont pas directement sous contrôle d'une firme multinationale, même s'ils peuvent être sous la dépendance, entre guillemets, de la firme multinationale. Les sous-traitants vont, dans l'essentiel, être franco-français, voire des sous-traitants assez importants qui sont eux-mêmes des multinationales. Mais directement, la moitié des salariés travaillent dans une firme multinationale. Ça, on sous-estime ça, et il n'y a pas qu'en France, mais ces statistiques-là, on est capable vraiment de les faire de façon certaine et détaillée pour la France. Et puis, la partie étrangère, outward, comme on disait tout à l'heure, on la connaît pour les firmes multinationales sous contrôle français, et c'est la moitié de leur effectif qui se situe à l'étranger. C'est-à-dire que les multinationales sous contrôle français, c'est 5 millions de salariés en France, et plus de 5 millions de salariés à l'étranger, dans leurs filiales, directement sous contrôle. Donc vous voyez un peu les ordres de grandeur. Et si on passe à la valeur ajoutée, qui est une façon de bien mesurer la production, c'est la grande découverte des économistes, c'est la valeur ajoutée, c'est Adam Smith. Eh bien, c'est plus de la moitié de la valeur ajoutée qui est enregistrée dans une firme multinationale sous contrôle français, plus de la moitié de la valeur ajoutée des entreprises. Il ne faut pas oublier que la valeur ajoutée des entreprises, ce n'est qu'une partie de tout le PIB français. Plus de la moitié est enregistrée dans une firme multinationale, qu'elle soit sous contrôle français avec 440 milliards, ou sous contrôle étranger avec 153 milliards. On n'a pas en tête ce chiffre, qui est vraiment très important. On pense éventuellement pénétration étrangère. Mais il n'y a pas que les firmes multinationales sous contrôle étranger qui ont une partie et des tuyaux situés à l'étranger. Il y a aussi celles sous contrôle français. Et pour la partie située à l'étranger, on ne connaît pas la valeur ajoutée, on n'est pas tout à fait capable de le faire du point de vue statistique, mais on a les ventes, et la moitié des ventes des firmes multinationales sous contrôle français est faite directement par leurs filiales situées à l'étranger. Ce n'est pas nécessairement des exportations, ce n'est pas des exportations, c'est le chiffre d'affaires des filiales implantées à l'étranger. Donc c'est vraiment une extraversion très importante. Alors, précisément, on peut donner des comparaisons internationales. Vous avez ici l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et les États-Unis, les grands pays, et puis ceux pour lesquels on a des chiffres vraiment comparables. Et puis, c'est les chiffres sur l'emploi, ici, uniquement, rapportés à l'emploi domestique, c'est-à-dire rapportés un peu à la taille de l'économie. Et donc, on voit en bleu plutôt l'extraversion, c'est-à-dire l'emploi à l'étranger, rapporté à l'emploi en France. À l'emploi des entreprises en France. Et c'est la France qui apparaît le pays le plus extraverti relativement à sa taille. Plus que les États-Unis. Alors bien sûr, en nombre, la France, c'est 5 millions de salariés à l'étranger, les États-Unis, c'est 12 millions. Mais relativement à la taille de la France, ça fait une proportion beaucoup plus élevée. Ensuite, le Royaume-Uni, ce qu'on comprend, puis Allemagne, Espagne, États-Unis. Par contre, en termes de pénétration, c'est le Royaume-Uni qui est le pays le plus pénétré, et on sait bien, essentiellement, majoritairement, par les firmes sous contrôle états-unien, américain. Et en termes de pénétration, la France et l'Allemagne, c'est plutôt la même chose. Vous voyez, il y a une comparaison. Donc, on
revient en France, les firmes multinationales, c'est la moitié, un peu moins, un peu plus de la moitié en France, la moitié à l'étranger. Et d'un point de vue sectoriel, en fait, si on prend l'ensemble des salariés des filiales industrielles des multinationales françaises, en prenant les filiales situées en France et celles à l'étranger, on a les 2/3 des salariés qui sont dans des filiales industrielles situées à l'étranger. 65% des effectifs industriels mondiaux des firmes multinationales sous contrôle français sont à l'étranger. Bon, on peut noter aussi la grande distribution, dont presque les 2/3 des effectifs sont à l'étranger, et on connaît ces grands groupes. L'INSEE, on ne cite pas les groupes, mais vous les avez tous en tête, ces grands groupes de la distribution française. Du point de vue géographique, c'est d'abord, on parle des émergents, et j'en dirai un mot, mais c'est d'abord l'Europe de l'Ouest et les États-Unis qui sont les pays d'implantation à l'étranger pour les multinationales françaises. Avec, vous voyez, pour produire et pour vendre, c'est-à-dire qu'on a 51% des effectifs qui sont des effectifs situés à l'étranger qui sont États-Unis, Europe de l'Ouest. Et puis 68% de leur chiffre d'affaires, donc c'est bien pour produire et vendre. Bien sûr, elles sont aussi implantées en Europe de l'Est, au Brésil, en Chine et dans les pays en développement, puisqu'on trouve quand même 42% de leurs effectifs, mais une proportion moins forte de leur chiffre d'affaires, donc elles y sont aussi pour partir, pour produire et vendre ailleurs. Et en termes de pays, c'est les États-Unis qui restent le premier pays d'implantation des multinationales sous contrôle français. Si maintenant on parle de l'autre côté, on vient en France maintenant, et en France on regarde la pénétration étrangère. Donc là, je ne m'intéresse plus qu'aux firmes multinationales sous contrôle étranger, là qui font 15% de la valeur ajoutée, les françaises font 40% à peu près. Celles sous contrôle étranger sont avant tout implantées dans l'industrie, puisque 15% de la VA tout secteur, mais 24% dans l'industrie. Et dans le commerce de gros et commerce d'automobile, ce qui est logique, puisque c'est des têtes de pont d'implantation qui permettent de vendre sur place, l'automobile et le commerce de gros. Si on regarde la géographie, là aussi, la dominance, c'est un pays de l'Union européenne et les États-Unis, puisque 61% plus 23%, on a 84% des effectifs sous contrôle étranger en France, en prenant Union européenne et États-Unis. Et les États-Unis sont le premier pays. Puis l'Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, Suisse, les pays limitrophes, et ça descend très vite, et le Japon et la Chine arrivent assez loin en termes d'effectifs, mais ça monte. Alors, ce qui m'amène au rôle des firmes multinationales. Parce que, bon, en quoi c'est important de savoir qu'on a des firmes multinationales? Alors, deux processus majeurs, je vais insister sur deux processus majeurs derrière le développement des firmes multinationales. Un premier processus qu'on a souvent en tête, et j'ai des spécialistes devant moi de la globalisation financière. La globalisation financière, on peut citer deux éléments, on pourrait développer. La fluidité des paiements internationaux avec l'ouverture des comptes courants qui fait que toutes les opérations sont assez fluides entre filiales, entre pays, enfin progressivement de plus en plus fluides. Et puis une fluidité des investissements internationaux, ce qu'on appelle les investissements directs étrangers notamment, qui sont la base d'implantation ou de rachat pour développer des firmes multinationales. Mais je vais insister sur la technologie. Et je m'appuie sur une théorie qui s'appelle la théorie de la révolution informationnelle, et je crois qu'elle éclaire les choses. Elle distingue la situation actuelle des nouvelles technologies de l'information de la situation de la révolution industrielle. Dans la révolution industrielle, l'industrie remplace l'homme, les machines remplacent l'homme, mais elles remplacent une certaine chose. Ils remplacent la main de l'homme qui manie l'outil, par des machines-outils. Mais une machine, elle est dans un endroit ou elle est dans un autre endroit. Une machine qui fait des médicaments, qui brasse du liquide pour faire des cachets de Doliprane, elle est à Vitry ou au Brésil, et si je veux en avoir une à Vitry-sur-Seine en région parisienne et une au Brésil, il faut que j'en ai deux, et que je la paye 2 fois, etc. Par contre, une information, elle se partage, elle peut être simultanément ici et là. La formule chimique pour fabriquer un médicament, comme le Doliprane dont j'ai pris l'exemple, sortant de ma réserve INSEE, en citant une firme, c'est terrible, mais cette formule chimique qui permet de fabriquer le médicament, elle peut être simultanément dans toutes les filiales et utilisable dans toutes les filiales de ma multinationale. Bien sûr, elle peut prendre la forme d'un brevet, la forme d'un actif financier, mais l'information elle-même, elle, objectivement, elle est partageable, surtout si le réseau de filiales existe. Et donc, on a utilisation simultanée dans plusieurs localisations, comme je l'écris ici en bleu, c'est-à-dire qu'on a un facteur de production qui, lui, est global. Il peut être utilisé dans toutes les localisations. Par rapport à la théorie que nous apprenons, que nous avons apprise, soit l'analyse à la Ricardo, soit la théorie standard HOS, donc Heckscher, Hollins, Samuelson du commerce extérieur, où on a une dotation factorielle par pays ou un facteur de production par pays. Là, il y a un facteur de production qui est global, qui est l'information. Et ça crée effectivement des choses intéressantes pour la production, des choses intéressantes
pour l'intérêt des firmes multinationales, mais aussi des biais dans la mesure statistique. Ce facteur en plus, l'information ne s'use pas quand on s'en sert, elle peut être soumise à l'obsolescence, mais elle ne s'use pas quand on s'en sert. Les coûts initiaux de l'information sont très élevés, par exemple la recherche-développement pour mettre au point une information, un brevet. Une fois qu'elle est mise au point, par contre, ces coûts fonctionnent comme un coût fixe qu'on va pouvoir partager. Et donc, plus la multinationale est grande, plus la même dépense passée de recherche-développement va être partagée de façon large, et donc on a un abaissement du coût unitaire. Et donc, tout ça, c'est une base de développement des firmes multinationales actuelles, des firmes multinationales d'un nouveau type. C'est ici que j'avance. Alors, pour détailler un petit peu le circuit d'activité d'une firme multinationale, l'idée, on parle beaucoup de localisation et de globalisation, l'idée c'est que la firme multinationale, elle articule localisation des activités, ces activités restent localisées pour l'essentiel, mais une globalisation des résultats et des ressources. Hein? Donc un petit schéma pour se rappeler les choses, en essayant de ne pas être trop long. On a des activités situées qui se déroulent, elles ont des résultats qui sont localisés dans les différents endroits où sont ces activités, une partie des résultats peuvent être consommés sur place, salaire, impôts, etc. Une partie, voilà, c'est cette flèche qui s'envole là-bas, une partie va être réutilisée en dessous et peut être globalisée. Ces résultats, ça peut être aussi bien des composants que des résultats des recherches, que des profits financiers, bien sûr, des résultats financiers. Et puis aussi, la multinationale peut faire levier sur les ressources internes, nationales des pays où elle est implantée. Et tout ça fait un ensemble, un pool, si vous voulez, un nouvel ensemble de ressources globalisables qui permettent de renforcer les mêmes localisations ou de délocaliser via des transferts, parce que ces ressources vont être transférées dans certaines localisations nouvelles ou dans les mêmes. Et puis on recommence. Et donc, ce qui me semble important, j'essaie d'accélérer, mon schéma va trop lentement, il est trop bien. Voilà, on recommence. Vous voyez, ça boucle. Avec, bien sûr, une sorte de feedback de régulation, parce que les barres bleues, c'est on transfère en fonction de la rentabilité qu'on va attendre ou pas. Et donc, il y a toute une régulation qui se fait à ce niveau-là. Les transferts sont un élément fondamental pour les multinationales, et je pense il ne faut pas l'utiliser comme un mot au hasard. Les transferts, si on les prend au niveau conceptuel, ça s'oppose aux échanges. Et le commerce, il serait constitué à la fois de transferts et d'échanges. Les échanges, je cède l'usage d'une marchandise en contrepartie de sa valeur, d'une valeur monétaire si vous voulez. Le transfert, il peut y avoir mouvement physique, je peux céder la marchandise ou pas. Et la contrepartie, elle peut être un loyer, elle peut être une sorte d'impôt interne au groupe, elle n'est pas forcément directement la valeur de ce que je cède. Après, on fait des constructions théoriques complexes pour expliquer comment la somme des loyers actualisés va être égale à la valeur et va déterminer cette valeur. Mais en réalité, ce n'est pas déterminé ex ante au départ par la valeur de ce qui est échangé. Il y a un transfert et j'y peux même conserver l'usage de ce qui est transféré. Et en même temps, on l'ouvre aux partenaires. C'est ce qui se passe à l'intérieur de beaucoup de multinationales. Par contre, il y a un paiement par ailleurs, en parallèle, pour avoir accès à toutes les ressources informationnelles au sein d'un groupe, Alcatel par exemple. Chaque filiale paye un pourcentage de son chiffre d'affaires pour avoir accès au brevet de la multinationale. Ce n'est pas la valeur exactement du brevet. Et on espère que ça va permettre de financer la recherche. Voilà. Alors il y a des outils, et c'est là que vous retrouvez les choses classiques sur les multinationales. Les outils, ce sont les prix de transfert, les contrats droits de propriété, les brevets licences marques. On a des vecteurs des transferts de valeur, c'est-à-dire qu'on va les trouver quelque part. C'est en partie dans les paiements de royalties, de droits sur les marques, une partie des intérêts des prêts, les paiements internationaux de services, et le levier qui est le contrôle des entreprises qui s'opposent à la part d'intérêt. Voilà, je saute ça pour aller vite. Donc la firme multinationale, c'est un acteur qui a sa propre cohérence transfrontière, liée à son périmètre à la fois productif et son périmètre de capitaux, qui articule différents territoires au pays et qui articule en son sein différentes opérations économiques, y compris les opérations économiques qui sont séparées par la comptabilité nationale. Je viens de l'INSEE, ne l'oubliez pas, dont un des produits phares, c'est faire la comptabilité nationale. Eh bien, la comptabilité nationale, c'est par production, circulation des produits, distribution des revenus et financement. Eh bien, la multinationale, elle fait l'ensemble entre plusieurs pays en plus. Et finalement, sa fonction, c'est une sorte de production internationale en commun. Donc, la firme multinationale remplit une fonction objectivement nécessaire de coproduction internationale dans tout son ensemble, de partage des ressources pour la production. Quand je dis partage des ressources, c'est partage des connaissances et des informations, des technologies, des appareils productifs, pour une production qui est, elle, mondialisée, mais à travers une forme spécifique qui est cette forme financière qu'a la firme multinationale aujourd'hui.
Voilà, alors quelques conséquences et des questions. Là, c'est des ratios, je ne vais pas trop vous fatiguer. C'est juste, vous voyez, le premier ratio, c'est des choses qui sont localisées. On rapporte le capital matériel aux salariés, pour l'industrie, en France. Bon, le capital matériel, rapporté aux salariés, que les firmes multinationales sont sous contrôle français, FMNF, la ligne en noir, ou FMNE, l'autre ligne en noir, les chiffres ne sont pas très loin, et on sent qu'on a quelque chose d'assez comparable entre types de firmes multinationales. Par contre, si on prend l'ensemble du capital total d'une entreprise française, une partie de ce capital correspond à la détention de choses qui sont à l'étranger, ou correspond à ces brevets qui servent à la production mondiale. Et là, on voit que quand on fait ces ratios, on a des parties cachées qui font que les ratios sont un petit peu distordus. Vous voyez? On a le capital total par salarié en France qui est près de 2000 €, donc 2 millions d'euros par salarié, et pour les firmes multinationales sous contrôle étranger, 1 million d'euros par salarié. C'est qu'en réalité, une partie de ce ratio n'est pas visible en France, une partie est cachée, elle est à l'étranger. Et inversement, la valeur ajoutée qu'on observe en France par les firmes multinationales étrangères, elle dépend de technologies qui sont mises en œuvre ou qui sont développées depuis l'étranger. Donc on a une vision tronquée des choses. Malheureusement, même l'INSEE, on ne peut pas encore vous fournir un tableau complet de ça, mais c'est ces travaux qui sont en cours à l'INSEE ou à l'OCDE. Alors, on entend beaucoup parler de chaîne de valeur globale. Je crois que ce qui est important, c'est de voir qu'il y a peut-être une chaîne de valeur, mais il faut bien la distinguer de la chaîne d'activité. On connaît la chaîne d'activité, les valeurs ne sont pas forcément homothétiques et situées à l'endroit où sont les activités. Et puis, bon, les manuels traditionnels, j'ai pris un par-ci, pardon. Krugman-Osfeld, par exemple, distingue 3 types d'articulation traditionnellement entre les économies. Les exportations et les importations, les flux de capitaux et les taux d'intérêt entre les pays, et puis les taux de change. Mais en réalité, il y a une 4e articulation qui est très importante, qui n'est pas indépendante des autres, mais qui a son autonomie, qui sont les liens structurels de production et de transfert par le contrôle du capital. Les firmes multinationales, c'est des sociétés liées entre elles par un contrôle capital et avec des tuyaux éventuellement, des tuyaux pour donner des ordres, des tuyaux pour produire, des tuyaux pour transférer des connaissances ou des financements, et qui créent des liens structurels de relations conjoncturelles ou autres entre les pays qui sont sous-estimés. Voilà. Alors bon, on peut sauter... ça c'est pour montrer que les recommandations de politique économique insistent sur les effets de rente. Une multinationale arrive, elle est grosse, elle est monopolistique, elle a un effet de rente. Insiste, c'est en dessous du mot standard, vous avez effet de rente, effet de production. La multinationale peut éventuellement apporter une production, surtout si c'est un investissement nouveau. Un effet de spillover, c'est-à-dire de débordement des recherches qui vont enrichir, améliorer les qualifications, les recherches, les connaissances du tissu autour. Mais on ne parle pas d'effet de transfert, je cite deux rapports pour la Commission européenne, entre les économies nationales. Or ça c'est important et il y a besoin de les décrire, de les orienter, de réfléchir dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou bons, mais en tout cas, il faut les identifier et se poser la question. Et notamment, on pourrait distinguer la valeur ajoutée disponible sur le territoire national par rapport à la valeur ajoutée globale de la firme multinationale. Alors pour conclure, un mot sur la Chine. Si on s'amuse à essayer d'approximer ça sur la Chine, en disant les transferts que les multinationales font depuis la Chine vers les autres pays sont approximables par des lignes de balance des paiements, où on voit les royalties, ou un certain nombre de paiements informationnels, etc., eh bien, on a 300 milliards d'excédents commerciaux de la Chine, mais sur ces 300 milliards, il y a 200 milliards qui sont transférés à l'étranger par les firmes multinationales. Alors, bien sûr, les 100 milliards qui restent, ils sont utilisés, et notamment placés en bons du Trésor américain. Mais, vous voyez, ce 300 milliards d'excédent commercial de la Chine, il est utilisé, c'est des biens, il amène une rémunération de services qui ressortent et qui essentiellement va aux multinationales, qui est de 200 milliards. Donc ce n'est pas la même chose, 300 ou 200. Et vous voyez, en pourcentage de PIB, c'est bien cette partie qui sort qui augmente aussi en pourcentage du PIB chinois. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une production qui se développe en Chine. Voilà, je vous remercie. Merci.